Lors de notre enfance, nous nous croyons intouchables. Aucun problème du monde extérieur ne semble pouvoir nous atteindre. Et lorsque nous faisons une erreur, les adultes sont là pour nous aider ou à réparer nos bêtises. Les adultes. Ces mêmes personnes à qui nous devons cette insouciance, cette joie de vivre. Mais que se passerait-il si, du jour au lendemain, ils disparaissaient tous, nous laissant, nous, enfants, seuls face au monde, un monde inconnu, un monde cruel et impitoyable, un monde où nous sommes seuls. Avant toute chose, il est important de faire une présentation générale de l'œuvre. Seul contient à l'heure actuelle 16 tomes, dont le premier est sorti le 21 janvier 2006. Cela fait déjà 20 ans que la série existe. C'est une œuvre franco-belge, avec comme scénariste Fabien Wellman, connu pour de nombreuses séries jeunesse, dont Seul, mais aussi Spirou et Fantasio, ainsi que Bruno Gazzotti en dessinateur, ayant également participé à Spirou et Fantasio, ainsi qu'à différentes pages du journal de Spirou. La série se compose de plusieurs arcs narratifs, appelés des cycles, dont chacun ayant un thème spécifique. Seul compte à l'heure actuelle 4 cycles, dont chacun comporte 5 ou 4 tomes. Par conséquent, cette vidéo sera en plusieurs parties, afin que je puisse déjà être plus structuré dans mes propos, mais surtout pour pouvoir me consacrer à d'autres projets. Car effectivement, si je venais à présenter l'entièreté de l'œuvre en une seule vidéo, elle risque de faire au moins 6 heures. Elle sera séparée par conséquent en 4 parties. En gros, une partie par cycle. Maintenant que ceci a été dit, commençons. L'histoire commence durant une fin de journée dans la ville de Fortville. On nous présente nos différents protagonistes dans leur vie quotidienne. Yvan, un garçon surdoué vivant dans les quartiers riches de la ville, mais se sentant abandonné à cause du travail constant de ses parents. Leila, une fille qui mentalement est en avance sur son âge, mais étant toujours traitée comme une petite fille de la part de ses parents, cela crée beaucoup de conflits au sein de la famille. Thierry, un garçon colérique et surtout pourri gâté de la part de son père. Ayant des parents séparés, il a également 2 vies. Un père qui le laisse faire tout ce qu'il veut et une mère plutôt stricte, ce qui le laisse vivre 2 vies différentes. Camille, une élève studieuse qui donne toute son énergie dans les études, en oubliant de vivre sa vie d'enfant. Et enfin, Doji, un garçon vivant au foyer après un incident survenu dans sa famille. Cependant, les ennuis continuent pour lui, car en foyer, il se fait harceler par d'autres enfants, ce qui l'amène à se battre souvent. Leur vie était tristement normale dans la ville de Fortville, du moins jusqu'au lendemain, car à leur réveil, tout allait disparaître. Au petit matin, Doji erre dans la ville de Fortville, entièrement déserte. Enfants, adultes, commerçants, il n'y avait plus personne. Dans son exploration, Doji tomba sur Thierry et Leila, également en train de arpenter les rues afin de trouver potentiellement d'autres personnes. Par la suite, ils tombèrent sur Camille, se faisant attaquer à l'arrêt de bus. Retenez bien ce détail qui aura son importance plus tard. Après avoir secoué Camille, ils se dirigèrent vers les hauteurs de la ville, dans les quartiers riches, où ils tombèrent sur Yves. Une fois le groupe constitué, Yvan leur proposa de se rendre chez lui, afin d'y être en sécurité. Une fois sur place, ce dernier leur proposa plusieurs théories afin d'expliquer la raison pour laquelle tout le monde avait disparu. Il mentionna l'idée d'une potentielle émission télé, une sorte de caméra cachée, ou bien même une guerre qui aurait forcé tous les habitants à partir, et même des aliens. Aucune de ces théories semblait convaincre le groupe. Cependant, Yvan en avait une dernière. J'ai une dernière hypothèse. C'est nous qui sommes morts durant la nuit. Et là, on est en enfer. Et c'est là que je constate déjà quelque chose qui est quand même très important à noter pour la suite de l'œuvre. On peut déjà constater que ces enfants ont un mental qui est, sur le papier, bien supérieur aux autres enfants de leur âge. Toute la ville a disparu et eux essayent d'en apprendre plus. Ils explorent, ils élaborent des théories, et même les plus sombres. Chose que des enfants de leur âge ne sont pas censés faire ou même penser. Cela montre que malgré leur vie difficile, ils ont évolué mentalement, leur permettant ainsi de faire face à des difficultés comme celle-ci. Après cette théorie qui ne sembla pas avoir convaincu tout le groupe, Doji part faire un tour en ville afin d'essayer de trouver des réponses. En voiture. Non, vous ne rêvez pas, ce sont des enfants qui sont encore au collège ou encore en primaire et qui ont littéralement volé la voiture du père d'Yvan pour aller faire un tour en ville. Pendant le temps où Doji et Leila explorent la ville en voiture, Thierry lui est resté à la maison avec Camille et Yvan. Mais en se baladant dans la maison, il se rendit compte que quelque chose est rentré. Et ce quelque chose fut un tigre blanc. Au même moment, on suit Doji et Leila, qui eux, dans les rues, croisent un rhinocéros. Qui de panique, ces derniers se dirigea en vitesse à la maison d'Yvan, où il retrouva les autres en train de se barricader dans le garage, pour se mettre en sécurité du tigre. Une fois tous à l'abri, une crise de panique commença à envahir le groupe. Doji, pour calmer la situation, détruit la voiture à coups de marteau. Voilà. Après que tout le monde se soit calmé, Doji remarqua un 4x4 dans le garage. Il proposa aux autres membres du groupe de l'équiper afin d'aller ailleurs se mettre en sécurité. Yvan proposa d'aller au bureau de son père. Une fois sur place, et la nuit venue, les enfants craquent. En pensant à leur famille, tous se mettent en sanglots. Sauf Doji, qui finit par avouer « Mes parents sont morts il y a longtemps. J'ai l'habitude de me débrouiller. » On comprend alors que c'est potentiellement lui qui a le plus souffert, et on comprend surtout pourquoi est-ce qu'il y arrive à tenir debout malgré ces situations des plus difficiles. Après cette triste histoire, tout le monde finit par s'endormir. Au matin, Thierry avait disparu, et malgré le danger des animaux sauvages se trouvant à l'extérieur, Doji part seul à sa recherche. Les autres étant réticents à l'idée de se mettre en danger pour quelque chose comme cela. Suivant la trace des animaux, il découvre un cirque détruit, totalement brûlé. On comprend que c'est donc d'ici que les animaux se sont enfuis. Thierry, lui, est également sur place, et vivant, mais le tigre aussi. Doji n'a à peine le temps de le remarquer que ce dernier lui fonce dessus. Par chance,
les autres membres du groupe arriva avec la voiture et fonça sur le tigre. Après moult péripéties afin de lui échapper, le tigre sombra au fond du lac avec la voiture. C'est à partir de ce moment-là que le groupe comprend alors une chose. S'ils veulent survivre, ils devront le faire ensemble. Plusieurs jours s'écoulent après la disparition de la population. Leila et Dodi retournent chez cette dernière afin de récupérer des affaires, avant de rejoindre le reste du groupe qui s'est installé à l'hôtel Majestic, le bâtiment le plus luxueux de toute la ville. Sur le chemin, Dodi demande à Leila si le bus sera bientôt prêt. Ce bus leur permettra d'explorer les alentours. Mais leur discussion est brutalement interrompue lorsque ils sont surpris par l'un des deux rhinocéros encore présents dans la ville, qu'ils ont affectueusement surnommé Bijou, venant du fait qu'il est recouvert de pierres précieuses et de colliers sur sa corne. Ils parviennent à lui échapper en rejoignant une zone qu'ils ont balisée eux-mêmes, leur servant de lieu de résidence. Alors qu'ils pensaient être en sécurité après avoir semé le rhinocéros, une silhouette étrange apparaît, semblant les observer, laissant planer un doute. Sont-ils vraiment seuls ? De retour à leur base, Dodi repart aussitôt pour aller récupérer du matériel. Pendant ce temps, chacun s'occupe à sa manière. Thierry parcourt la ville pour collectionner tous les jouets du coin. Camille, quant à elle, prend soin des animaux, tout en gérant la cuisine. Yvan, lui, se contente d'appeler tout le livre jaune de Fortville pour être sûr qu'ils sont réellement seuls. C'est au même moment que Yvan annonce à Leila vouloir lui montrer quelque chose. Le temps passe et la nuit tombe. Dodi reprend la route avec les provisions qu'il a récoltées. Sur le chemin du retour, il découvre une peluche de Thierry accrochée au mur avec des barbelés, complètement déchirés, comme une sorte d'avertissement inquiétant. Il n'a pas vraiment le temps de s'y attarder puisque des coups de feu retentissent, brisant des vitres par la même occasion. Il s'agit en réalité de Leila et de Yvan, totalement ivres, jouant avec une arme à feu appartenant au père d'Yvan, un ancien banquier. Le bruit attire Camille et Thierry qui, d'abord intrigués, ressentent presque maintenant une fascination pour cette arme. Et puis, Dodi arrive, dans une colère presque glaciale. En voyant les bières dans la main d'Yvan, quelque chose en lui cède, ravivant sans doute les problèmes liés à l'alcool dans sa famille. Son sang ne fait qu'un tour et devient alors agressif envers Yvan et Leila, allant même jusqu'à blesser cette dernière. Suite à cet incident, Dodi part de l'hôtel seul. Pendant que la nuit tombe, quelque chose semble se préparer. Le lendemain, dans les rues de Fortville, pendant que Dodi ressasse ce qui s'est passé, ce dernier aperçoit quelqu'un à l'observer. Un adulte ? À peine a-t-il vu la silhouette que Dodi essaye de retrouver cette mystérieuse personne dans l'immeuble. Sauf qu'à son grand malheur, c'est elle qui le trouva. Un homme, avec un masque doré, une cape verte, recouvert de couteaux aiguisés. Dodi n'a même pas le temps de lui poser la moindre question que ce dernier se jette sur lui. Par miracle, Dodi s'en sort en s'échappant par le toit. Hélas pour lui, le maître des couteaux, oui du coup c'est son nom, arriva à le rattraper et le jette du toit. À la suite de cet événement, nous retrouvons les autres membres du groupe, allant au cinéma voir un film sympa. Par la suite, on retrouve Dodi qui s'en est sorti en tombant sur le toit situé en dessous, mais qui malheureusement se retrouve piégé, sans aucune possibilité de pouvoir joindre ses amis. Et cela est à juste titre, puisqu'à leur sortie du cinéma, un camion dont le frein à main était enlevé leur fonce dessus. Se relevant, il vient le maître des couteaux en haut de la route, les fixant avec insistance. Et de panique, tous fonçant à l'hôtel pour s'y barricader, pendant que Dodi est toujours sur son toit. À l'hôtel, la nuit tombe. Les heures passent, rien ne se passe. Quand soudain ils entendirent un des pièges qu'ils ont installés s'activer. En allant voir, ils virent que c'était un des rongeurs de Camille qui l'avait activé. Retournant à leur poste, ils tombèrent dans les couloirs de l'hôtel sur le maître des couteaux. Yvan sort l'arme à feu de son père et lui tire dessus à 2 reprises. Dodi, entendant les coups de feu, arrêta de réfléchir et décida de sauter sur les travaux situés en face afin de pouvoir descendre. Pendant ce temps, à l'hôtel, les autres ont réussi à se cacher, mais pendant une courte durée puisque le maître des couteaux arriva à les retrouver et à poignarder Yvan. Étant coincés, ne sachant plus quoi faire, la panique commença à les envahir. Quand soudain, Dodi débarque. Dans l'affrontement, le masque du maître des couteaux tombe, laissant apparaître son vrai visage. Un enfant, au visage déformé, potentiellement handicapé. C'est ainsi que le maître des couteaux fut vaincu. Le lendemain, Yvan commença à se rétablir et demanda à aller voir le maître des couteaux, qu'ils ont attaché à la cave en le laissant seul avec Dodi, pour l'insulter. D'accord. Leila demande par la suite ce qu'ils vont faire de lui. Dodi répond directement: on va le libérer. Les autres, surpris, lui demandent: il a peut-être cru que l'hôtel était à lui, ou représentait un danger. En fait, je m'en fous. Je sais juste qu'on ne pourra pas le garder attaché toute sa vie dans le sous-sol de cet hôtel. Et après quelques secondes de silence, Dodi nous révèle un moment important de sa vie. Mon beau-père me bouclait dans la cave quand il avait trop picolé. Dès qu'il était fatigué, il me cognait. Je l'ai haï, comme je n'ai jamais haï personne. Et il en est mort, cet enculé. Je ne veux pas devenir comme lui. Et j'aimerais faire un point sur quelque chose que j'ai remarqué en relisant le tome 2. À la base, durant tout le reste de l'œuvre, Dodi a les yeux noirs. Et notez qu'à ce moment précis, il a les yeux rouges, sûrement pour représenter toute la haine et la souffrance qu'il a endurée à cause de son beau-père. Quelques jours plus tard, une fois le bus prêt, Dodi libéra le maître des couteaux et le laissa s'en aller. Le groupe, quant à lui, est enfin la route pour explorer les différentes villes aux alentours de Fortville. Quant au maître des couteaux, il rentre chez lui pour s'occuper de sa petite sœur surnommée Lucie. Et c'est à la fin de ce tome que l'on comprend que tous les agissements du maître des couteaux étaient dans le seul et unique but de protéger la seule famille qui lui reste. Le groupe des 5 enfants maintenant le savent. Ils ne sont pas seuls. Mais à quel prix ?
Le tome 3 est un petit peu particulier, puisque c'est le seul tome du cycle dont l'histoire ne se déroule pas à Fortville. Après avoir quitté la ville, le groupe explora les alentours pour y trouver d'autres traces d'enfants, dont les recherches s'avèrent peu fructueuses. Après plusieurs jours de recherche, ils font un arrêt dans une sorte de forêt, qui semble avoir totalement brûlé. Alors qu'ils étaient en pleine pause déjeuner, Dodie aperçut au loin une espèce de fumée se rapprochant d'eux. Montant sur le toit du bus pour voir ce qui se passe, il réalisa que c'était une meute de chiens enragés qui fonça droit sur eux. Demandant à ses amis de vite remonter dans le bus, ces derniers se font surprendre et n'ont pas le temps de monter. Dodie dégaine son arme, tire au pied des chiens pour les faire reculer. Une fois tout le monde dans le bus et la porte bien fermée, il prit rapidement la route pour espérer les semer. Cependant, malgré toute une journée plus une nuit entière à rouler, Leila, qui conduisait le bus à ce moment-là, n'arriva pas à semer les chiens. C'est alors qu'au loin, ils aperçurent deux enfants qui leur fait signe de les suivre jusqu'à ce qui semble être un parc d'attractions, se nommant Treasure Island, sur la thématique des pirates. Une fois dans le parc, les portes se referment afin d'empêcher les chiens de rentrer. Cependant, l'un d'eux arrive à s'y glisser et à pénétrer dans le parc. C'est alors que l'un des enfants qui ont ramené le groupe ici emprisonne le chien dans un filet. Une fois la menace écartée, tous les enfants du parc viennent à la rencontre du groupe, tous étant habillés dans la thématique des pirates. C'est alors que l'on fait la connaissance d'un des deux enfants qui les ont emmenés dans le parc, le chef, Saul, qui leur souhaite la bienvenue dans ce qu'il appelle le clan du requin. Après que Saul ait capturé le chien dans le filet, tous les autres enfants décidèrent de l'emmener au bassin du requin. Les autres, ne comprenant pas ce qui se passe, prennent la décision de les suivre. C'est au même moment que l'on en apprend un peu plus sur Saul. Il serait d'origine anglaise et son père s'appellerait Matthew Barry, un homme millionnaire qui a construit le parc. Selon Yvan, il serait également le premier à avoir réussi l'acclimatation d'un grand requin blanc dans un bassin. Par la suite, les enfants nous disent que c'est Saul qui les a tous retrouvés les uns après les autres et les ont emmenés ici. Une fois tout le monde installé, il est annoncé que le chien sera jeté à l'eau afin de nourrir le requin. Camille, choquée par une telle information et face à autant de violence, décide de s'en aller, ne voulant pas voir ça. Saul, quant à lui, jette le chien dans l'eau sans aucune pitié et sans montrer non plus aucune preuve d'empathie. C'est au même moment que le requin commença à foncer vers le chien et l'attaqua. Pendant ce temps, Camille essaie de trouver la sortie sans succès. Elle finit par se perdre et au moment où elle explora pour trouver une nouvelle sortie, elle tomba sur le grand requin blanc dans son bassin, la gueule ensanglantée du sang du pauvre chien. Face à autant de frayeur, elle s'évanouit. Après cet incident, les enfants décidèrent de se reposer et de profiter du parc, et par la même occasion, discuter de la disparition de tout le monde avec les autres enfants présents dans le parc. On sait que la plupart des enfants ont été retrouvés par Saul et que pour tous, ce fut la même situation. À leur réveil, tout le monde avait disparu. Sauf que l'on apprend ici quelque chose de très important. L'une des enfants du parc, se nommant Zoé, dit qu'elle s'est réveillée à 22h et que quand elle est sortie de son lit, tous les habitants du village avaient disparu. Le groupe des enfants de Fortville lui demanda si elle était sûre de cela. Elle confirme que c'est en tout cas bien avant 23h et que c'était la même chose pour ses amis. C'est alors que Dodie leur dit que quelque chose ne colle pas, car pour eux c'est après minuit que tout le monde avait disparu. Yvan mentionne le fait que ça a dû commencer par là où habitaient Zoé et ses amis, et que cela est venu progressivement vers Fortville. Camille rajouta « un peu comme une vague, et que cela est probablement venu de l'océan ». Après cela, un enfant commença à essayer à répondre à ce qu'a dit Yvan, mais il n'arrive pas à finir ses phrases. Il est surnommé le débilos au sein du parc, pour la simple bonne raison qu'il n'arrive jamais à finir ses phrases, et il sera moqué de tous. Mais vous verrez qu'il aura son importance plus tard dans l'histoire. Après ces discussions, ils décidèrent de finalement profiter de l'eau et d'aller se baigner, avant de se rendre à une fameuse cérémonie annoncée par Saul, dont tout le monde ignore le contenant. Après ce moment de détente, tout le monde se réunit sur la place du parc afin d'assister à la fameuse cérémonie. Saul prit la parole et leur dit que vu que leurs amis de Fortville sont maintenant l'un des leurs, ils vont enfin pouvoir commencer la cérémonie dont Saul a déjà fait mention dans le passé, la cérémonie des mariages. Oui, je sais. Et je tiens déjà à faire un petit point sur Saul et mettre en avant son côté vraiment dérangé et surtout un peu extrémiste aussi sur les bords, car même si effectivement pour certains ça peut sembler logique, je continue à dire que ce sont des enfants. Avoir de telles idées n'est pas censé être normal et surtout avoir de tels propos et surtout idéologie à leur âge. Car oui, effectivement, c'est des enfants, ce genre de jeux peuvent arriver, mais se marier entre eux, c'est quand même vachement radical. Et c'est surtout là qu'on peut voir que même les enfants peuvent aller loin dans leurs idées et leurs projets. Saul souhaite mettre cela en place car il pense que les enfants devraient vivre comme avant la disparition, et donc par la même occasion, former des couples. Et comme cela ne suffisait pas, Saul forme les couples par tirage au sort. Dans un premier temps, il tira le ticket de Camille, qui sera en couple avec lui. On sent qu'à ce moment, Camille fut dans l'incompréhension, mais se sentit obligée d'accepter. Elle se dirigea donc vers l'estrade où se tient Saul. Saul continua donc le tirage et tire le papier de Dodie, qui devra se mettre en couple avec Yvan. Saul lui expliqua qu'il était obligé de mettre le même nombre de noms dans chaque tonneau, et que malheureusement, il y a plus de garçons que de filles au sein du parc. Et je tiens d'ailleurs à faire une petite parenthèse pour montrer que Camille se fout littéralement de la gueule de Dodie en arrière-plan. Suite à cela, les autres membres du groupe commencent à s'énerver et Dodie souhaite partir du parc. Cependant, Kono,
l'un des enfants qui les ont emmenés ici l'empêcha de partir. Dodie lui dit qu'il ne souhaite pas rester un instant de plus et veut repartir avec le bus. Cependant, Kono l'en empêche avec le pistolet du père d'Ivan qui était dans les affaires de Dodie et le pointe vers ce dernier. Et c'est là que je peux faire une parenthèse à ce que j'ai dit tout à l'heure sur Saul. Et même maintenant, sur la plupart des enfants du clan du requin, ils sont totalement dérangés. Ayant pour la plupart des idées radicaux, le clan du requin se rapproche beaucoup plus d'une secte ou d'une sorte de clan de survivalistes comme The Walking Dead, plutôt qu'un groupe d'enfants. Leur façon de faire, leurs jeux, leurs coutumes, tout ça est vraiment loin de ce que l'on peut imaginer d'un enfant. La nuit tombe sur le parc et chacun part de son côté. Camille se retrouve chez Saul dans les bâtiments administratifs, tandis que Dodie est retenu quelque part pour expliquer la présence de son arme à feu au sein du parc, arme qui aurait apparemment effrayé tout le monde. Leila explique à Zoé que c'était pas du tout contre eux, que c'était dans l'unique but de se défendre. Zoé lui répond que si cela est vrai, Dodie sera vite relâché. Le débilos, dont son vrai nom est Anton, qui était également dans le bus, raconte son histoire. Saul l'a retrouvé dans un hôpital psychiatrique, dans un programme de recherche médico-psychologique sur des enfants précoces. Il est surdoué, il adore lire, mais s'ennuie, car dans le parc, il n'y a pas beaucoup de livres. Sam l'avait surnommé le débilos, pour rire, et le clan du requin a suivi et a adopté ce surnom. Durant la nuit, Zoé affirme que Saul est un bon chef, mais que souvent, il fait peur aux autres enfants. Un jour, pour plaisanter, quelqu'un lui a dit qu'il n'était pas capable de nager dans le bassin du requin. Il a plongé directement et a traversé le bassin malgré le requin qui passait tout près de lui. Puis, une fois de l'autre côté, il aurait défié quelqu'un d'autre de faire autant. Anton rajoute que Saul n'a peur de rien, ce qui empêche quiconque de le critiquer quand il va trop loin. Leila rétorque que Dodie serait encore plus fort que Saul, allant jusqu'à avoir tué son beau-père pour échapper au coup, et qu'il ne se laissera pas faire. Le lendemain, le groupe part à la recherche de Dodie. En demandant à des filles, Leila se fait reprocher de ne pas porter de robe et de ne pas aider à préparer le petit déjeuner. On lui dit que les filles doivent cuisiner, laver, tandis que le bricolage est réservé aux garçons. Une règle, encore une fois, imposée par Saul, qui montre encore une fois son côté totalement radical, macho et dominateur. Thierry arrive alors en disant que Dodie est attaché au carrousel avec un sac sur la tête, surveillé par 2 gardes. Anton précise qu'il a déjà subi cette punition pendant 2 heures, et que la musique lui avait donné un mal de crâne terrible et des vomissements. Dodie, lui, y est resté toute la nuit. Pendant que Ivan distrait les gardes, Leila détruit la console du carrousel pour préparer son sauvetage. Puis, le groupe s'enfuit pour plus tard délivrer Dodie. Et là, je vais déjà mettre un très gros disclaimer, car cela va encore montrer une facette de Saul, mais cela va surtout traiter un sujet, disons, sensible, même très sensible. Car au même moment où Leila alla détruire le carrousel, Camille, étant actuellement chez Saul, se réveilla à côté de lui. Et au réveil, Saul lui dit qu'ils doivent avoir des rapports sexuels. Voilà. L'objectif étant de faire des enfants pour le clan. Camille fut extrêmement choquée et lui dit qu'il est totalement fou, que ce ne sont que des enfants, que Camille, elle, n'a que 8 ans tandis que Saul en a que 11. Et que quoi qu'il en soit, ils sont beaucoup trop jeunes pour ne serait-ce que de penser à ça. Heureusement, cette conversation fut stoppée par un appel que Saul reçoit pour dire que Leila avait détruit le carrousel afin d'essayer de sauver Dodie. Ce dernier donc s'en alla afin de régler cette histoire. Après une course-poursuite à travers le parc, Leila et Ivan, à la nuit tombée, réussissent à se cacher. La nuit étant presque tombée, Saul demanda à tout le monde de rentrer, en disant, avec un regard inquiet, faut pas rester dehors pendant la nuit. Comme s'il savait quelque chose que les autres ignoraient. À la nuit tombée, tout le monde s'était endormi. Et on aperçut Dodie enfermé dans une pièce, avec, comme pour son affrontement avec le maître des couteaux, un regard rouge, rempli de haine. Durant cette même nuit, dans son sommeil, Saul réveilla Camille, parlant dans son rêve. No, it's going to me, daddy. Please, daddy, where are you? Que l'on peut traduire par non, ça va m'avoir, père, s'il te plaît. Père, où es-tu? Montrant que, effectivement, Saul a subi quelque chose et en sait beaucoup plus que les autres. Camille s'empressa de le réveiller en le rassurant, en lui disant que ce n'était qu'un cauchemar. Au petit matin, Saul alla confronter Dodie en lui demandant dans un premier temps si c'est avec cette arme qu'il a tué son beau-père. Mais avant même que ce dernier puisse répondre, Saul rétorqua que son père à lui était fort, en lui racontant une histoire dans laquelle son père roulait à 200 à l'heure sur l'autoroute et qu'une guêpe s'était posée sur son bras et malgré son absence de mouvement, l'avait piqué. Et malgré cela, il était resté immobile, sans le moindre mouvement, pour éviter que lui et sa famille n'aillent dans le décor. Saul continue en disant que son père était fort, mais que lui aussi, il sera fort pour sauver son clan. Dodie essaie de lui expliquer qu'il ne veut aucun mal au clan, mais Saul lui dit que depuis qu'ils sont ici, ils sont en train de tout gâcher et que c'était à lui de protéger les autres. À Dodie, en lui disant « Parce que je suis le seul à me rappeler ce qui s'est passé. Tu te rappelles ? Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» demande Dodie. C'était tellement noir que j'y voyais plus rien. C'était horrible. On approche de la fin, Dodie. La fin de tout ce qui nous entoure. On reverra plus jamais nos parents. Et là, cela confirme de manière plus qu'évidente que Saul connaît la vérité et en sait effectivement beaucoup plus surtout que tout le monde. Il sait pourquoi tout le monde a disparu. Il sait la raison pour laquelle ils sont seuls. Par la suite, Saul emmène Dodie au bassin du requin devant tout le monde et lance un défi. Quiconque traversera le bassin à la nage prendra ma place de chef. Comprenant qu'il est visé, Dodie accepte et plonge aussitôt. Mais une fois dans l'eau, le requin se dirige vers lui, tandis qu'il est encore loin du bord. Ivan lui conseille de rester immobile
immobile pour ne pas attirer l'animal, pendant que Leila fait du bruit à l'opposé de sa position afin de détourner le requin. Ce qui fonctionne et permet à Dodie de nager rapidement vers l'autre rive, où l'attendaient Camille, Thierry et Yvan pour le récupérer, et réussit miraculeusement à traverser le bassin, devenant ainsi le nouveau chef du clan du requin. Mais Saul, ne pouvant admettre la défaite, décide de montrer à tous qui est encore le véritable chef. En se faisant une entaille au niveau du torse pour attirer encore plus le requin, il promet qu'une fois de l'autre côté, et devant Dodie, il le tuerait. Comme on a pu s'y attendre, le requin fonce sur Saul et le tue. Après ces événements, le groupe se réunit pour parler de ce qui s'est passé. Dodie leur fit la révélation que Saul connaissait la vérité sur la disparition de tout le monde, et que, selon lui, c'était la fin de tout. Tout ceci laisse penser qu'ils auraient potentiellement oublié ce qui s'est passé. C'est à ce moment-là que Thierry mentionne le fait que Yvan, lorsqu'il dormait dans son sommeil lorsqu'il était ivre à l'hôtel Majestic, aurait dit que son père l'aurait réveillé et lui aurait parlé de soi-disant famille. Yvan mentionne le fait qu'il a raison, que son père lui avait effectivement parlé des 15 familles, en lui disant que ces 15 familles en avaient après eux, et qu'il devait quitter la ville. Cela nous montre que, en plus de Saul, les parents de Yvan également savaient beaucoup de choses sur la situation actuelle. Après cette révélation, Yvan demanda à retourner à Fortville, car il pense que ses parents se sont fait tuer. À la fin du tome, on voit 2 enfants, un frère et une sœur, disant ceci. Cela se souvient plus vite que les autres, petite sœur. Oui, l'enfant qui peut nous perdre se trouve sans doute parmi eux. Nous allons les accompagner. Montrant qu'il ne s'agit pas potentiellement d'une simple disparition, mais que cela va bien au-delà, et que cette histoire est beaucoup plus compliquée qu'il n'y paraît au premier abord. Le tome débute par le retour du groupe à Fortville, où Dodie, chez lui, en train de se raser la tête, rejoint les autres pour retrouver les parents d'Yvan. En explorant la ville à partir de ses souvenirs, Yvan essaie de retrouver la trace de ses parents. Dodie, au même moment, découvre une ruelle, une voiture entièrement retournée et détruite, ce qui bouleverse Yvan qui, en larmes, raconte « Je m'étais à moitié endormi, à l'arrière, et d'un seul coup, il y a eu une grande lumière, un fracas horrible. La voiture a fait des bonds dans les airs, je ne comprenais plus où j'étais. Il y avait tout qui tournait autour de moi. Quand j'ai repris connaissance, il y avait des voix d'hommes autour de la voiture qui parlaient une langue que je ne comprenais pas. J'ai pas osé bouger. Puis, les voix sont parties. Au bout d'un moment, j'ai tourné la tête et j'ai vu que mes parents ne bougeaient plus. Après, je me suis glissé hors de la voiture et j'ai couru le plus loin possible. Et puis, j'ai tout oublié. Je sais pas pourquoi je suis pas mort aussi. Peut-être parce que je mets toujours ma ceinture. Je préfère rester seul un petit moment. Cette révélation installe un mystère bien plus vaste que la simple disparition des adultes, et sans présager quelque chose d'inexplicable. Après quoi, le groupe décide de le laisser seul. Mais Dodie demande finalement à Leila, Thierry et Camille de rentrer au camp, pendant que lui s'occupera de le ramener plus tard. Sur le trajet du retour, il croise Zoé et Boris, des enfants du clan du requin venus chercher des provisions à la campagne. En arrivant devant la clôture, nous, lecteurs, remarquons que tous les enfants du clan du requin suivirent les autres jusqu'à Fortville. Ils y ont bâti une base de survie au cœur de la ville, où chacun vit désormais sa vie tranquille, ce qui agace fortement Leila face à ceux qui ne font rien. On y présente notamment Edwige, apparemment assez agitée et turbulente. On y apprend aussi que Thierry s'est fait une nouvelle amie, nommée Aïsa. On y retrouve aussi le frère et la sœur qui semblaient déjà en savoir beaucoup à la fin du tome précédent, et qui souhaitent récupérer l'un des animaux de Camille pour nourrir tout le monde, ce qu'elle refuse, tandis que Leila souligne que leur attitude les met vraiment mal à l'aise. À la nuit tombée et tout le monde réuni, durant le repas, le groupe organise ce qu'ils appellent le conseil du soir. Durant ce conseil, Leila insiste pour que chacun participe aux provisions afin d'éviter des pénuries, puis demande à Anton s'il a tenté d'appeler l'étranger, ce à quoi il répond qu'il a abandonné car il n'obtient que des grésillements. Par la suite, Camille propose de reprendre l'école, puisqu'on est en septembre, qu'il serait peut-être bien de reprendre les études. Cette idée divise beaucoup, jusqu'à ce que Leila dise que c'est à Dodie, le chef, de décider. Celui-ci refuse, affirmant que ce n'est pas les livres et les maths qui leur permettront d'expliquer la disparition des adultes. Sauf que Anton n'est pas tout à fait d'accord avec lui, et évoque un livre intitulé le Big Rush, expliquant que l'univers pourrait se rétracter après son extension et que ce phénomène pourrait avoir commencé avec les gens, les immeubles, puis après les animaux et eux. Mais malgré tout, Boris continue à s'interroger sur le rôle de ces fameuses 15 familles. Zoé, elle, mentionne l'hypothèse que ce sont peut-être eux qui sont chargés de tout ranger avant la fin du monde. C'est alors que soudain, des bruits métalliques s'approchent de Dodie qui sort son arme et voit le maître des couteaux tenant le pyjama ensanglanté de Lucie, sa sœur, avant de s'effondrer grièvement blessée. Le lendemain, après l'avoir soigné, Camille explique qu'il est couvert de bleu et que sa main droite est déchiquetée au point qu'il pourrait peut-être perdre l'usage de ses doigts. Puis montre une photo trouvée sur lui où il apparaît avec Lucie. Tandis que Leila rappelle que le maître des couteaux est très costaud et qu'il ne se laisse pas faire, Dodie souligne qu'il serait peut-être indispensable de prendre leurs armes. Une fois les groupes formés, chacun part explorer une partie différente de la ville pour retrouver Lucie. Après un moment, le groupe d'Yvan et Dodie croisent le rhinocéros Bijou, qui semble dans un premier temps leur foncer dessus, mais vise au final une vitrine dans laquelle se reflètent des ombres se trouvant en hauteur. En levant les yeux, ils aperçoivent 2 singes, déguisés, l'un en soldat romain et l'autre en ce qui semblait être un fou. Mais ces singes avaient une particularité, ils avaient des yeux rouges sombres et inquiétants. Décidant de les suivre, Dodie prévient les autres groupes, tandis que Leila leur signale qu'ils ont trouvé une mystérieuse structure, un tas d'ordures recouvert de peinture rouge, et demande à tout le monde de se regrouper pour éviter d'être seul. Au même moment, au camp,
quand Camille se sent soudainement mal avec un violent mal de tête et une boule au ventre, comme si elle réagissait à ce qui se passait. Après avoir suivi les singes, le groupe, enfin réuni, arrive devant l'opéra de la ville, qui semble être le QG des singes, où, devant ce dernier, se trouvent également les structures de déchets remplies de peinture rouge. Leila suppose que leur déguisement aurait venir du fait qu'ils viennent du cirque brûlé, dont ils se seraient échappés, mais Dodie remarque qu'ils ont quelque chose d'anormal, leurs yeux et leur immobilité, comme si ils attendaient quelque chose ou quelqu'un. Yvan, lui, compare les tas d'ordures rouges à des cairns préhistoriques. Soudain, Dodie remarque qu'au pied d'un des piliers de l'opéra se trouve un chimpanzé et le bébé Lucie, dont les cris de cette dernière irritent fortement un singe qui semble ordonner à l'autre de l'emmener à l'intérieur, poussant le groupe à décider de rentrer pour la sauver. Toutefois, Yvan hésite, rappelant que les chimpanzés sont 2 fois plus forts que les humains et qu'ils ont déjà sévèrement blessé le maître des couteaux, préférant élaborer un plan et retourner au cirque pour comprendre ce qu'ils sont. Mais Dodie, agacé, lui reproche d'avoir peur et lui dit que s'il ne s'en sent pas capable, il peut rester ici, avant de se raviser et de s'excuser, en avouant que lui aussi a peur mais n'a pas le choix, puis part quand même vers l'opéra. Une fois arrivé devant, le groupe attaqua les singes avec leurs armes, mais l'assaut échoue car les animaux les repoussent en leur lançant des ordures et en leur fonçant dessus. Contrat de se replier, ils prennent le quad et les caddies pour regagner au plus vite le camp, tandis qu'au même moment, Camille, endormie et affaiblie, est observée par le frère et la sœur qui murmurent qu'elle est plus sensible que les autres à ce qui est en train d'arriver. Tu crois que c'est l'enfant que nous redoutons? Tu sais que nous ne pouvons prendre aucun risque. Avant que Thierry n'intervienne pour la protéger, mais se montre impuissant face au frère. Mais c'est au même moment que Dodie et le groupe arrivent au camp, forçant le frère à cesser ce qu'il fait et se diriger vers la clôture afin d'ouvrir la barrière et repousser les singes avec ses flèches, dont l'une d'elles touche mortellement l'un des singes. Une fois à l'abri et Camille réveillée, elle soigne du mieux possible les blessés causés par l'attaque. Suite à ces événements, Edwige demande à Dodie de retourner le lendemain affronter les singes, se venger, mais il hésite. Ne sachant pas quoi faire, elle rétorque qu'il n'a aucun problème puisque il tue tous ceux qui le cherchent, comme ton beau-père. Ce qui met Dodie hors de lui et le pousse à répondre qu'elle ne sait rien et lui conseille de se taire. Puis il demande aux autres de le suivre dans le bus car il a quelque chose à leur dire. Une fois seul et tous les 5 réunis, il annonce qu'il veut quitter le groupe, estimant qu'il a trop déconné et que son désir de sauver le bébé les a tous mis en danger et a peut-être même causé la mort de cette dernière. Il se sent dépassé et les autres ont beaucoup trop confiance en lui. Il en demande ensuite s'il pense, comme Edwige, qu'il a tué son beau-père et si c'est eux qui l'ont raconté aux autres. Puis Camille avoue que oui, ils l'ont bel et bien raconté aux autres. Et ces dernières lui demandent si c'était vrai. Dodie répond que oui, il l'a poussé dans les escaliers après qu'il ait dit des choses horribles sur sa mère, mais que ce geste le ronge et qu'il n'aime pas être vu comme un héros, préférant ne pas en parler aux autres et que cela ne les regarde pas. C'est aussi pour ça qu'il décide de partir, pensant que le groupe sera mieux sans lui. Il désigne Yvan comme nouveau chef, pour la simple et bonne raison qu'il avait raison en voulant élaborer un plan et se diriger vers le cirque afin de mieux les comprendre. Il affirme également qu'il sera à la hauteur et qu'il peut compter sur lui, tout en le rassurant en lui disant qu'il ne sera jamais loin. Une fois Dodie parti et dès le lendemain, Yvan élabore un plan pour secourir le bébé. Les autres membres doivent attirer l'attention des singes loin du bâtiment pour lui permettre de s'infiltrer et de récupérer l'enfant. Le plan commence bien, mais après une course-poursuite en voiture, les singes font demi-tour vers l'opéra. Yvan y retrouve le bébé et se fait submerger par les singes. Se précipitant dans l'une des cairns présents à l'intérieur, ce dernier arrive à leur échapper temporairement. Les singes arrivent à le rattraper alors qu'il tentait de fuir par les toits. C'est alors que Dodie apparaît subitement pour sauver Yvan et le bébé en aspergeant les singes d'un geyser d'eau surpuissant pour les faire ralentir. Yvan, qui réussit enfin à s'échapper par les toits, réussit à s'échapper par une nacelle dirigée par Leila. Dodie arrive également à monter dans la nacelle, in extremis. Cependant, un des singes tente également de monter dans la nacelle, mais se retrouve finalement projeté dans un immeuble, tandis que Yvan et Dodie arrivent à lui échapper en sautant dans la rivière se trouvant juste en dessous. Tous réussirent à s'en sortir sains et saufs, et Dodie repart de son côté, laissant Yvan retourner au camp avec le bébé Lucie, dont ce dernier le rendit au maître des couteaux, qui semblait très heureux de la retrouver. Alors que la situation semblait réglée, Anton informe Yvan qu'il a découvert quelque chose. En montrant les photos des cairns au maître des couteaux, il conclut que les différentes cairns forment un grand cercle rouge, et que les singes n'y rentrent jamais. Au même moment, Dodie, seul sur son toit, est interpellé par quelqu'un. Il sort de sa cachette et se retrouve face à cet individu qui le pointe avec une arme à feu. Dodie sembla le reconnaître, mais au même moment lui tire une balle en plein cœur et Dodie tombe du toit. Mort. Le tome commence par Camille donnant des cours à ceux qui le souhaitent dans une salle de classe. Yvan fait irruption afin de rappeler aux autres que l'élection du nouveau chef est pour bientôt. Leila demande à Yvan pourquoi est-ce qu'il veut arrêter. Il est pourtant un bon chef. Yvan lui répond qu'il arrive à gérer les situations comme les gestions du groupe ou la nourriture, mais tout ce qui touche à la zone rouge, ça le dépasse. Et l'idée que ce soit Dodie qui l'ait désigné et pas les autres le perturbe. Au même moment, Anton arrive pour prévenir Yvan qu'il est arrivé quelque chose à Dodie. Anton conduit le groupe là où il a trouvé Dodie, face à la bibliothèque, et il découvre Dodie au sol, attaqué par des corbeaux. Leila les repousse et constate le corps de Dodie commençant à se décomposer et à moitié dévoré par les corbeaux. Un enterrement est organisé avec tous les membres du groupe présents, ainsi que le maître des couteaux, les observant de loin. Leila souhaite retrouver l'assassin, tandis qu'Anton suggère que ça pourrait être les
singes, mais Yvan dit qu'il a remarqué un trou dans sa poitrine, prouvant qu'il a bel et bien été abattu avant de tomber du toit. Zoé demande qui pourrait être le responsable, et il a conclu qu'il s'agit probablement de quelqu'un qui vient de la zone rouge, et veut s'y rendre immédiatement pour enquêter. Le groupe hésite, certains craignent la zone, d'autres soutiennent Leila. La tension monte jusqu'à ce que Yvan, rappelant qu'il est encore le chef, décide de faire un vote, afin de choisir qui sera le nouveau chef. Leila, qui souhaite rester à Fortville et explorer la zone rouge, ou bien alors Boris, qui veut lui partir de la ville le plus vite possible. Le vote est en faveur de Leila, et partent donc explorer la zone rouge. Dans un des appartements, le groupe élabore un plan. Thierry réalise soudain que sa maison se trouve dans la zone rouge. Il cherche des volontaires pour les accompagner. Tandis que le frère et la sœur préparent un plan pour tuer Thierry, pensant qu'il pourrait être l'enfant qu'ils recherchent, le groupe prend alors une voiture pour entrer dans la zone rouge. En s'approchant de cette dernière, il voit les singes, immobiles sur une cairn, mais il les ignore. Le frère et la sœur tentent d'attaquer Thierry dans son sommeil mais découvrent qu'il a rejoint le groupe et se lance à sa poursuite dans la zone rouge. En roulant, le groupe est pris de nausée à cause d'une odeur nauséabonde s'échappant des alentours. Leila demande à Boris de ralentir mais les pédales de frein ne fonctionnent plus. Pris de panique, il saute de la voiture avant que cette dernière ne percute une maison et prenne feu. Leila suppose que les ondes ont dû perturber les commandes électroniques de la voiture. Soudain, elle reçoit un appel de Zoé, lui disant que Thierry avait disparu et a laissé un mot derrière lui, disant qu'il est allé dans la zone rouge pour récupérer son doudou qui se trouve chez sa mère. Le groupe se demande comment le retrouver et Camille dit au groupe qu'il lui a donné un portable après la mort de Dodji afin de le rassurer et qu'il reste joignable. Yvan appelle immédiatement Thierry, lui indiquant qu'il est à côté d'une cheminée rouge avec des briques, ce qui ressemble étrangement à l'incinérateur et du vieil abattoir, mais qu'il a du mal à avancer à cause de la boue. Une fois arrivé devant le vieil abattoir, Leila demande au groupe de vérifier si Thierry s'y trouve. Boris rentre le premier et ne voit personne, mais remarque une horde de cochons vivant tranquillement dans l'abattoir. Camille contacte Thierry au téléphone et ce dernier indique qu'il pense être de l'autre côté. En traversant la horde de cochons, nous, spectateurs, pendant une case, remarquons que certains cochons ont également les mêmes yeux que les singes, les yeux rouges ténébreux. Au même moment, une fois arrivé de l'autre côté, un cheval blanc avec les mêmes yeux rouges surgit et fonce sur le groupe. Ces derniers s'enfuient en escaladant une clôture, arrivant à lui échapper. Yvan remarque que tous les animaux qu'ils ont croisés jusqu'à maintenant semblaient vouloir les attaquer, ce qui se confirme lorsque l'on repense à tous les accidents survenus dans les tomes précédents. Le tigre blanc et les rhinocéros dans le tome 1, les rhinocéros présents dans la ville dans le tome 2, les chiens et le requin dans le tome 3 et les singes dans le tome 4. Le groupe atteint une zone totalement inondée et boueuse. Camille tente de joindre Thierry mais constate que plus il s'approche du centre de la zone, plus le téléphone grésille. Ils suivent alors des traces de pas dans la boue, les menant jusqu'à Thierry, coincé dans une poubelle. Dans un premier temps, Leila le sermonne pour son imprudence, mais Yvan défend Thierry en expliquant à Leila que ce dernier n'a que 6 ans, qu'il a réussi à bien encaisser ce qu'ils ont vécu jusqu'à maintenant et qu'il ne souhaite seulement qu'une seule chose, revoir sa maison. Leila finit par céder et continue l'exploration avec lui sur les bras. Pendant ce temps, le frère et la sœur poursuivent Thierry en arrivant à l'inondation, continuant la traque à la nage, tandis que le groupe, lui, traverse cette fameuse zone à bord de bateaux pneumatiques. Au même moment, Leila reçoit un appel de Zoé, lui demandant de revenir immédiatement, comme si quelqu'un qui ne devait pas être là se trouvait face à eux. Mais les grésillements du téléphone l'empêchent de comprendre. Plus tard, ils arrivent dans une zone surélevée par rapport à l'eau. Ils s'arrêtent pour faire une pause jusqu'à ce que Thierry aperçoive sa maison et s'y précipite. Camille décide de l'accompagner afin de ne pas le laisser seul. Sur place, Thierry cherche sa maman, en vain. Camille lui explique qu'elle a probablement disparu comme les autres. Puis il lui propose de retrouver son doudou, qu'il récupère dans le jardin arrière de sa maison. C'est alors qu'il remarque un drap par terre et que soudain, une sorte de mystérieux flashback lui vient. Suite à cela, il souhaite partir immédiatement de la maison. À ce moment, Boris attire leur attention sur une immense tour noire au centre de la zone, ressemblant à un monolithe. Leila s'étonne de ne pas l'avoir remarqué plus tôt, malgré ses jumelles, tandis qu'Yvan remarque qu'elle semble vibrer et propose de rentrer au camp. Demandant un vote, Leila veut connaître l'avis de Boris, qui confesse se sentir mal et préfère rentrer pour revenir plus tard. Repartant vers le camp avec les canaux, ils sont interceptés par les deux frères qui tentent de les attaquer. Alexander, le frère, tire une flèche touchant Camille, tandis que la seconde, destinée à Thierry, transperce le bateau pneumatique, les faisant partiellement couler. Leila ordonne au groupe de plonger pour se mettre à l'abri. Boris couvre leurs arrières avec son fusil et réussit à récupérer Thierry qui les rejoint sur le bateau. Yvan et Leila, eux, réussissent à se mettre à l'abri près d'une fenêtre. Alors qu'ils étaient à l'abri, un aileron de requin surgit de l'eau. Alexander, le frère, qu'il est revenu comme les autres. Mais la sœur le corrige. Non. Pas toujours. Ils ne reviennent pas toujours, Alexander. C'est pour ça que nous devons essayer. Essayer d'empêcher que tout recommence. Rappelle-toi notre promesse. On comprend alors que ce frère et cette sœur, comme Saul et les parents d'Yvan, connaissent la vérité sur ce qui s'est passé et pourquoi tout le monde a disparu. Mais semblent cacher également autre chose, des événements à venir ou qui se sont déjà passés. Soudain, le courant autour du bateau de Boris et Camille s'accélère, comme un maelstrom, un tourbillon aquatique pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, les entraînant vers le centre de la zone. La sœur continue de les suivre en plongeant dans le courant qui les propulse à travers un appartement et les fit atterrir au pied du monolithe.
monolithe. Boris s'en approche et entend comme un bourdonnement d'insectes. En observant attentivement le monolithe, il découvre avec horreur que la tour noire est entièrement composée d'insectes. Soudain, Selene, la sœur, surgit de l'eau avec un couteau et demande à Boris de s'écarter. Elle ne veut tuer que les enfants de Fortville et explique: cette abomination est en train de se produire et tout est de leur faute. Boris tente de lui arracher l'arme mais se fait poignarder en plein cœur. Thierry riposte en lui poignardant l'arrière de la jambe pour l'arrêter, mais Selene continue à l'attaquer. Au même moment, le monolithe bouge et un tentacule d'insectes engloutit Boris, mort, et Selene qui essaye de s'échapper. Leila et Yvan interviennent pour les sauver et s'enfuir. Durant leur fuite, Camille se retourne et voit le corps sans vie de Boris et Selene encore en vie se faire engloutir par la tour d'insectes. Alors que le groupe tente de s'échapper, un tremblement de terre secoue la zone. Tout s'effondre. La zone semble tourner sur elle-même autour du monolithe. Une fois le calme revenu, Yvan remarque que les autres membres du groupe viennent à leur rencontre. Zoé, Anton et Edwige. Mais quelqu'un d'autre semble être avec eux. Dodgy. Dodgy qui sort de la fumée, bien en vie. D'abord surpris, tous se précipitent pour le serrer dans leurs bras. Mais Yvan, stupéfait, demande comment c'est possible. Dodgy répond qu'il ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Mais une voix résonne alors au loin. Oh si. Il est mort. Et je le sais puisque c'est moi qui lui ai tiré dessus, avec le joujou que vous avez perdu. Et c'est à ce moment-là que l'on découvre que Saul aussi, censé être mort, dévoré par le requin, est vivant, et que c'est lui qui a abattu Dodgy sur le toit. Et c'est là que nous allons avoir une révélation majeure dans la série, donc je vais vous demander d'être très attentif. Saul demande d'abord à Dodgy s'il est resté longtemps dans le noir, et s'il avait peur. Puis, il s'est réveillé soudain, dans les rues de la ville, indemne, comme lui, après avoir été dévoré par le requin. Il explique que c'est la raison pour laquelle il a tué Dodgy, pour leur prouver qu'ils ne peuvent plus mourir, car ils sont déjà morts depuis longtemps. Les disparus ne sont pas réellement morts. Saul demande aux autres s'ils commencent à se rappeler. Et soudain, les 5 enfants de Fortville ont tous des flashs de leur corps sans vie, confirmant la théorie de Yvan dans le tome 1, selon laquelle c'est eux qui sont morts durant la nuit. Saul ajoute que peu importe ce qui est arrivé à chacun, l'essentiel est qu'ils ont une vie après la mort, une seconde chance dans cet endroit, ressemblant à leur monde. Camille demande ce qu'était la chose qui engloutit Boris dans la zone rouge. Saul répond qu'il ne sait pas, mais qu'il a ressenti depuis le début quelque chose d'horrible, tapis dans l'ombre, et promet que si le groupe s'unit, ils pourront l'affronter. Il les incite à regarder les autres membres les rejoindre. Leila s'inquiète et dit à Dodgy: il va vouloir encore tout commander, comme au parc. Mais Dodgy la rassure en lui disant qu'ils ne se laisseront pas faire. Et c'est alors qu'une guerre semble se préparer entre les deux groupes d'enfants, celui de Saul et celui de Dodgy. Alexander, le frère, s'échappe de la ville en pleurs, affirmant qu'ils n'ont aucune idée de ce à quoi ils ont affaire, et que cette abomination est pire que la mort, ayant été libérée dans le monde des limbes. Et oui, depuis le début, on comprend que c'est en réalité les enfants qui sont morts durant la nuit, et qu'ils se sont réveillés dans une sorte de monde parallèle aux vivants, appelé les limbes. Un monde où seules les âmes des enfants peuvent apparemment accéder. C'est un monde miroir au monde des vivants, reflétant leur réalité tout en étant séparés et régi par ses propres règles. Cependant, malgré ces révélations, beaucoup de questions restent encore en suspens. Qu'est-ce que réellement le monde des limbes? Qu'est-ce que sont toutes ces créatures? Ce monolithe? Pourquoi les animaux ont-ils ces yeux rouges? Pourquoi les attaquent-ils? Est-ce qu'ils se préparent? Pourquoi les jumeaux avaient-ils envie de tuer Camille et Thierry? Et surtout, comment un monde qui n'est accessible qu'aux enfants a-t-il pu être connu du père d'Yvan, qui semblait s'inquiéter pour ceux qui s'y cachent? Eh bien, toutes ces réponses et toutes ces questions seront pour plus tard, dans les prochains cycles. En tout cas, j'espère que cette première partie vous aura plu. Elle m'a pris énormément de temps à faire, d'où le fait que je me suis pas attardé sur l'entièreté des tomes en une seule vidéo, et que cette présentation sera présentée en plusieurs parties. Je ferai d'ailleurs de mon mieux pour que la partie 2 sorte le plus vite possible. En tout cas, j'ai beaucoup aimé faire cette vidéo, et je vous dis à la prochaine.